j'ai rencontré quelqu'un dans ma classe qui était un petit peu plus téméraire que moi. Et lui, il avait envie de partir en Australie. J'ai dit, ben, pourquoi pas, tiens. Un- Quelque chose à l'étranger, c'est toujours quelque chose de plus. J'adorais l'anglais. Je parlais pas si bien que ça, mais bon, je l'ai fait. Je suis parti un an avec lui. Et j'ai fait tout le tour de l'Australie, j'ai vu des choses magnifiques, j'ai rencontré certainement en l'espace d'un an ce que vous rencontreriez en personne, en nombre de personnes ici en 5 ans, de toutes les nationalités. J'ai parlé anglais, j'ai appris un peu d'allemand. C'était vraiment une très très belle expérience. Et c'est là-bas que j'ai réalisé que ben, c'était bien déjà mon BTS. J'avais un bac+2, je n'étais pas tellement fait pour. Et puis finalement, j'y suis arrivé. Donc je me suis dit, ben, on va y aller un peu au culot. Je me suis inscrit à l'IAE. Et ça, certaines personnes vous le diront. J'étais à l'étranger. J'ai pas pu participer aux interviews pour rentrer à l'IAE. Mais je me suis accroché. Et je leur ai dit, je veux le faire, ce licence. J'ai vraiment postulé pour cette licence métier de la vente. Et voilà, en fait, ils m'ont laissé la chance de venir au mois de juillet à mon retour pour me présenter aux interviews avec Corinne Montoya. Et puis bah, avec mon profil, etc., ben, j'ai été pris. C'est pour ça que je dis que l'alternance, c'est une force parce que, par exemple, auparavant, avant de partir en Australie, dans mon BTS, je l'ai fait dans une concession Renault. Mon patron ne voulait pas me laisser partir, il voulait m'embaucher en CDI, mais moi je voulais pas parce que je voulais aller plus loin, je voyais plus loin. Et du coup, ben, il m'a, comment dirais-je, il m'a repris en fait pour la licence. Il m'a repris pour la licence et puis il voulait me garder. Et puis, ben, comme je suis un peu fou dans ma tête, je suis pas resté. Après la licence, vers le mois d'avril, vers le mois de février, j'avais un professeur, je pense, je sais pas si je peux le citer, Monsieur Nidam, qui s'occupait un petit peu des relations internationales, qui m'a orienté vers Lucie Rich. Et ensemble, on a fait un travail extraordinaire. Elle m'a vraiment coaché et j'ai pris le courage d'envoyer mon CV chez Apple. Donc c'est quand même le siège européen d'Apple, donc à Cork. Et enfin voilà, maintenant ben, j'habite à Cork, j'ai mon appart à Cork, je travaille là-bas, je travaille beaucoup. Je voulais juste vous parler de la ville en elle-même déjà. C'est une ville très étudiante, je rencontre plein de gens. Moi j'ai 24 ans, mais je rencontre des jeunes qui ont 19 ans, 20 ans, qui ont le courage de dire à leurs parents, ben, que vous le vouliez ou non, je pars quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le film La Marche avec Jamel Debbouze. Il y a un acteur dans le film, il est un peu rondouillet, etc. Et son père lui dit, mais mon fils, jamais tu seras capable de faire cette marche pour traverser toute la France. Il l'a fait. Et pourquoi ce serait pas vous, justement, alors? Parce que, voilà, moi je rencontre des gens là-bas, ils ont 19, 18, ils font des études, ils ont eu le courage de partir ne serait-ce que 3, 4 mois, mais quand ils reviennent, c'est dans le cadre d'un Erasmus ou quoi que ce soit, mais quand ils reviennent, eh ben, ils sont là avec leur expérience, et c'est un truc qu'ils auront en plus par rapport à vous, qui ne serez peut-être pas partis. Vous êtes jeune, vous avez rien qui vous retient ici en somme, pour 4 mois. 4 mois, c'est vite passé. Mais là-bas, vous allez vivre en 4 mois ce que vous vivriez ici en un an. Et voilà. Après, Cork, c'est une ville, je vous dis, très étudiante. On parlait avant des summer schools. C'est un truc tip-top. Moi, j'ai pas fait ça. Ça coûtait un peu cher en Australie. Il y a des pays anglais. Prenez 2 mois de cours. Et après, vous serez même meilleur que moi en anglais. Et vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Vous pouvez étudier là-bas. Les cours sont plutôt légers. C'est-à-dire que vous avez 5 heures de cours par jour. Et généralement, après, vous pouvez aller, comment dirais-je, faire un petit boulot dans un café ou quoi que ce soit. Vous enrichissez votre propre expérience professionnelle, de la vie, et vous vivez votre jeunesse à fond. Il y a rien à dire là-dessus. Après, je vais parler vite fait d'Apple. Apple, c'est une boîte relativement jeune dans son ensemble. Ça me faisait vraiment peur. Et il y a encore une semaine, j'étais stressé de la vie, quoi. Tout ce que je faisais qui était pas bon, enfin... Ma manager, un jour, elle m'a pris en one-to-one, elle m'a dit, mais Mehdi, mais arrête, quoi. T'es là, tu vas pas être calife à la place du calife aujourd'hui, t'as un an pour évoluer, c'est une boîte américaine, les boîtes américaines vous donnent votre chance. Le management n'est pas du tout le même qu'en France, ou plutôt différent. Et on a des reviews, en fait, tous les 3 mois, où on voit les points améliorés, les points qui sont bons, toutes ces choses-là. Et... enfin, c'est une bonne rampe, quoi. Voilà, vous voyez, j'avais un CAP,
Maintenant, je suis là. Donc, si vous accrochez et que, je vous le dis à tous, hein, faut y aller, hein, c'est maintenant. Hein. C'est vraiment fantastique de partir à l'étranger. Tous vos amis vont vous regarder en vous disant, mais qu'est-ce que tu vas faire, quoi? Eh ben, je vais juste chercher quelque chose. Enfin, je sais pas si vous étiez depuis le début de la conférence avant, mais moi, ça m'a vraiment fait, comment dire, penser à beaucoup de choses parce que tout ce qui est dit là, vous avez la chance d'avoir des conférences comme ça, qui est organisée ici, c'est juste fantastique. Vous avez tout ce qui est dit là, c'est des choses que moi j'ai dû aller chercher partout. J'ai mis 1 an à organiser mon voyage en Australie, j'ai dû chercher partout. Et bien ça, vous l'avez ici. Et vous avez des gens autour de vous, des enseignants, des intervenants, qui sont là pour vous aider, et c'est juste fantastique. Et il faut y aller, quoi. Parce que quand vous reviendrez avec votre expérience, ne serait-ce qu'elle fasse 2 mois ou 6 mois, eh ben, vous aurez un truc de plus sur votre CV. Et vous aurez non seulement un truc de plus sur votre CV, mais vous aurez un truc de plus en vous. Et ça fait la différence. Je sais pas, je peux pas dire... Juste, Mehdi, par rapport au travail au quotidien. La mission qui est faite en 2 minutes, ça consiste en quoi, le métier que vous faites là-bas, chez Apple? Alors, je vais peut-être revenir un peu sur mon travail. Au début, je m'attendais plus à du commerce, toutes ces choses-là. Pour le moment, je suis chargé, en fait, donc je travaille dans le département Apple Care, sur le floor français, où en fait, donc là où je travaille, on est plusieurs nationalités. Le travail est essentiellement en français, pour moi, pour ma part. Par contre, comme en fait, je travaille dans un call center en quelque somme. Pour le moment, du moins, si vous avez un problème avec votre iPhone, je suppose que dans la salle, vous êtes au moins les 3/4 à avoir un iPhone ou un iPad, ben, vous nous appelez et on est là justement. La devise de Apple, c'est « Here to help ». On est là pour vous aider justement. Donc moi, ce que je fais, c'est du support pour le moment. Vous avez un problème, vous nous appelez, on fait tout pour vous trouver une solution tout de suite. Si on ne la trouve pas tout de suite, on vous aide à trouver une solution plus tard, mais on vous suit. Donc, au-delà du support technique de ce que je fais, il y a beaucoup de relations clients, et c'est ça que j'aime bien, parce que justement, on est là pour aider les clients. Et c'est pour ça que les clients restent. On est là pour maintenir le rapport entre Apple et les clients. D'accord. Merci pour ces précisions. Donc, vous pourrez revenir, vous l'avez compris, dans le format, dans les questions-réponses, pour demander à chaque interlocuteur plus de précisions dans le parcours. Merci encore. Donc, je vais passer la parole... Merci. Passer la parole juste... à la voisine, donc Émiline, donc Romu, si vous pouvez nous faire un format par rapport à votre expérience sur déjà l'intégration dans l'international, comment ça s'est passé, et puis chez Hilton aujourd'hui, un peu le même format. Je vous laisse la parole. Alors, merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Emeline Romeu, je suis diplômée langue culture entreprise 2013. Alors je vois qu'il y en a une, ouais, culture entreprise, c'est les langues, il y a du travail, on aime les langues, donc c'est très bien, j'aime cette attitude. Donc voilà, moi je suis diplômée depuis 2013, donc ça va faire maintenant 1 an et 2 mois que je suis basée sur Londres. Je suis partie en août de l'année dernière. Avant de commencer, je souhaite remercier Martine Paris, qui est parmi nous aujourd'hui, puisque c'est elle qui a organisé mon vol pour que je puisse venir aujourd'hui. Je suis arrivée très tard hier, ça s'est fait un peu à la dernière minute, mais je suis vraiment ravie d'être là. Prenez tout ce que vous pouvez prendre aujourd'hui, usez, abusez de nous après à la suite de ces présentations, parce qu'on est vraiment là pour ça. Et je remercie également l'université. Voilà, donc pour revenir un petit peu à mon parcours, moi j'ai fait une licence anglais, donc une licence LLCE sur la ville de Grenoble, et je suis partie en Erasmus en 3e année aux États-Unis. J'ai eu la possibilité de partir là-bas par chance. En fait, je devais partir à Montréal. Finalement, ça s'est pas fait. Et à la dernière minute, on m'a dit, écoute, il y a un nouvel échange qui s'est ouvert avec l'université University at Albany, qui est dans l'État de New York. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir là-bas un peu en tant qu'ambassadrice avec 2 autres étudiants de l'université là-bas. Et donc, j'ai eu une expérience absolument extraordinaire. Comme le disait Mehdi, voilà, vous vivez des choses qui peuvent vous arriver que là-bas. Et vous revenez avec une certaine maturité, une façon différente de voir les choses aussi quand vous revenez en France, parce que vous avez vu une culture différente. Et ça vous donne cette ouverture d'esprit qu'on vous demande d'avoir en entreprise dans tous les cas. Surtout si vous souhaitez travailler à l'international. Voilà, donc ensuite, moi j'ai voulu continuer avec le master et j'ai voulu m'orienter vers le marketing et vers le commerce qui correspondait vraiment à ce que je voulais faire.
Et c'est grâce à Lyon 3 que j'ai obtenu mon stage au Hilton de Lyon, à la Cité internationale. Donc ça s'est fait suite au forum des stages qui avait été organisé. Donc si je ne me trompe pas, c'était il y a plus de 2 ans maintenant. Il y avait une liste de sociétés qui étaient présentes au forum des stages. Et donc il y avait le Hilton Lyon. Voilà, pour parler un petit peu de ma vie, si je puis dire, à côté des études, j'ai toujours travaillé à côté des études dans le domaine de la restauration et dans le domaine de l'hôtellerie, puisque j'étais réceptionniste pendant presque 1 an, également sur un petit hôtel sur la ville de Lyon. Et donc, c'était un stage, il y avait 3 ou 4 stages différents qui étaient proposés au Hilton à Lyon, dont un stage qui était pour être coordinatrice, assistante de la Senior Sales Manager, comme on peut dire, de la responsable des ventes. Moi, j'ai vu ce stage, je me suis dit, bon, c'est simple, je veux ce stage. Voilà, il y en avait un, il me plaisait, et je me suis dit, je vais tout faire pour l'avoir. Donc, à ce forum des stages, je me suis présentée chez Hilton. Donc, j'ai fait un premier entretien avec la responsable des ressources humaines là-bas, qui, ce jour-là, avait énormément d'autres entretiens également. Elle m'a recontactée et à la suite de ça, j'ai eu un 2e entretien et puis plus de nouvelles. Donc, c'est là où on se dit, bon, il y a d'autres candidats qui sont sur la liste, il y a d'autres personnes intéressées et c'est là où c'est à vous de jouer et de vous dire si vraiment je le veux, j'y vais. Donc, je les ai rappelés, je leur ai demandé qu'ils me donnent des retours par rapport à mon entretien, etc. À la suite de ça, j'ai eu un 3e entretien avec la personne qui est devenue par la suite ma manager au sein du Hilton Lyon. Et donc, à la fin de la journée, j'ai eu cet appel où on m'a dit écoute, Emeline, voilà, tu as ce stage à Lyon. Donc, Hilton, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est une porte ouverte à l'international. Hilton, c'est plus de 500 000 hôtels partout dans le monde. C'est 40 maintenant, presque hôtels, rien que sur la ville de Londres et ses alentours. Sur Paris, on a quelques hôtels Hilton également. Je crois qu'on en a maintenant 5, dont un qui est en ouverture à Opéra en ce moment même. Donc voilà, c'était vraiment une superbe opportunité. Et j'ai fait ce stage pendant 6 mois au Hilton à Lyon. Voilà, à la suite de ça, j'ai donc présenté mon mémoire. Et en fait, à la fin, donc c'était un stage vraiment extraordinaire. J'ai appris énormément de choses. Le stage, je pense que c'est une des choses les plus importantes dans ce master, parce que c'est ça qui va vous donner le tremplin pour après soit continuer dans la boîte, soit partir dans une autre boîte, mais c'est là où vraiment vous allez apprendre les bases. Et donc c'est vrai que moi j'ai vraiment adoré mon stage, ça s'est très bien passé, j'ai appris beaucoup de choses, surtout au niveau commercial, au niveau de la relation client, au niveau du business, comment on fait de la négociation, comment on développe des contrats, quels sont les enjeux, surtout au niveau de... Bon là ça touche le milieu de l'hôtellerie, mais ça reste quand même du commerce, ça reste quand même du business. Donc voilà, il y a énormément de choses que j'ai apprises. Et donc j'ai voulu continuer dans la boîte, malheureusement à ce moment-là il n'y avait pas de poste disponible pour moi. Et donc, c'est là que j'ai intervenu en disant, bon, avec ce profil international que j'ai, je parle anglais, je le parle bien, comme vous tous ici, tous ceux qui sont en fac de langue. Usez cet atout et vraiment partez si vous avez la chance de pouvoir partir. J'ai, après, à la suite de ça, demandé le soutien de ma manager qui m'a fait une lettre de recommandation et qui m'a vraiment soutenue dans ma recherche d'emploi. Après, il faut savoir qu'une fois que vous êtes dans l'entreprise, il y a toujours une plateforme où vous avez donc des offres d'emploi. Et moi, c'est comme ça que j'ai complètement arrosé, si je puis dire, tous les Hilton en Angleterre. J'ai dû envoyer 40-50 CV. Et de là, ont suivi des entretiens. Et donc, j'ai eu mon premier poste au sein du Hilton London Canary Wharf à Londres au mois d'août de l'année dernière. Donc, j'étais sur un poste au niveau des conférences et événements. Donc, j'étais responsable de vente conférences et événements. Où voilà, je prenais des appels, je préparais les contrats, je faisais les visites de nos espaces de séminaires, etc. Et c'est là où mon français a été extrêmement utile parce qu'il faut savoir qu'à Londres, il y a énormément d'entreprises françaises et que forcément, le fait que vous puissiez parler leur langue, ça crée des liens, ça facilite les échanges aussi. Et puis, bon, bah, forcément, on est beaucoup plus confortable dans sa propre langue aussi parfois. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. Et voilà, une fois qu'on est chez Hilton, on est à Londres, il y a 40 hôtels, il y a toujours des postes qui s'ouvrent, il y a toujours des opportunités.
Et donc, après 7 mois sur ce poste au Hilton Canary Wharf, j'ai eu la chance de monter en grade, donc seulement après 7 ou 8 mois, oui, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et au mois de mars, je suis passée sur un poste coordinatrice des ventes et marketing pour 2 hôtels dans le centre de Londres. Donc voilà, donc maintenant on est une petite équipe de 2 personnes. Donc il y a ma manager qui est elle responsable senior des ventes pour 2 hôtels, moi-même, les 2 managers des hôtels et une responsable du business development, pardon si j'utilise des termes en anglais, mais je ne saurais même pas comment le traduire. Donc voilà, notre directrice de business development. Et donc ensemble, on établit les stratégies pour l'hôtel au niveau du marché qu'on appelle corporate. Donc, c'est-à-dire toutes les grandes sociétés. Donc, on négocie les contrats avec les sociétés corporate. J'espère que vous me suivez. Si je vais trop dans les détails, dites-moi. Mais en gros, mon travail, pour être simple, c'est de la relation client, de la négociation client. On établit les tarifs, on négocie les tarifs à l'année avec les grandes sociétés, les sociétés qui sont présentes partout dans le monde. Donc, je vais vous donner des exemples de sociétés françaises avec lesquelles Hilton travaille énormément. C'est, voilà, il va y avoir, en tout cas pour mes hôtels, dans le centre de Londres, on va avoir BNP Paribas, on va avoir Alcatel, etc. Énormément de sociétés françaises. Donc là encore, mon français est un atout. Et on va développer les contrats avec les sociétés locales. Donc, des sociétés locales, mais également internationales, où les employés, en fait, sont amenés à voyager régulièrement et qui ont besoin forcément de chambres. Et donc, à ce moment-là, nous, on intervient et on négocie les contrats avec eux. Voilà. Je parle beaucoup, je sais. Non, c'est pas le problème. Merci Emeline pour le témoignage. Non, je vous en prie. Le thème du passeport pour l'emploi prend une autre dimension à vous écouter parler. Les opportunités, la possibilité d'avoir également des postes qui seraient peut-être pas forcément accessibles sur le territoire national. Donc, bien sûr, voilà. tout à fait. Une fois que vous êtes là-bas, une fois que vous êtes sur place, c'est tellement plus facile parce que vous allez rencontrer des gens, vous allez développer des contacts. Londres, c'est une ville qui est extrêmement dynamique. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà allés à Londres. Ça peut être parfois un peu stressant, mais les opportunités sont vraiment nombreuses. Et moi, je pense que c'est vraiment un endroit où vous pouvez développer votre carrière, quitte à après revenir en France par la suite. Mais en tout cas, c'est un tremplin extraordinaire. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'attendrai vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, je me tourne à ma gauche maintenant pour laisser la parole à Audrey qui va nous témoigner de son expérience et tout ce que vous voudrez bien rajouter dans le parcours. Merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon expérience au sein de l'IAE et de mon expérience professionnelle à l'international. Donc, dans un premier temps, j'ai fait, avant de rentrer à l'IAE, j'ai eu un parcours un petit peu, pas chaotique, mais disons qu'à la sortie du bac, j'étais pas encore sûre de la formation et du parcours que je voulais entreprendre. Donc j'ai commencé par des sciences du langage et de la cognition, puis avec une préparation au concours d'orthophonie. Je me suis rapidement rendu compte que j'étais absolument pas du tout faite pour cet aspect social. Donc je me suis réorientée à la fin de l'année en validant quand même ces matières sur l'IAE. Donc en me prenant un peu à la dernière minute, je n'ai pas été prise. Donc j'ai commencé à Saint-Étienne en administration des entreprises et des sociétés et droit. À la suite de ça, je vais quand même repostuler à l'IAE de Lyon parce que je souhaitais réellement intégrer cette formation-là pour sa réputation et pour les professeurs qui en font partie. Donc cette fois-ci, ça a fonctionné. Donc je suis rentrée à l'IAE donc en 2e année de licence. À la suite de quoi j'ai souhaité partir à l'étranger. Donc m'ouvrir un peu à ce paramètre international et je suis partie en Espagne. Je suis partie à Bilbao pendant 1 an et comme ont justement dit aussi bien Mehdi et Camélie, c'est une expérience qui est fantastique parce que pendant cette période-là, c'est vraiment un développement personnel qui est extrêmement important parce qu'on est immergé dans une nouvelle culture, c'est pour quasiment tous la première fois qu'on se sépare aussi de nos parents, donc c'est une indépendance, il faut prendre conscience qu'on est autonome, qu'on sait se prendre en main.
Et puis, c'est des interactions et des échanges fabuleux avec des gens, aussi bien des gens d'Espagne que des gens qui ont pris cette même initiative de partir à l'étranger et vivre cette expérience-là. Donc, c'est une confrontation à plein de nouveaux paramètres. Même si on reste en Europe et qu'on n'est pas fondamentalement face à de nouvelles cultures, on est quand même face à des personnes différentes, une nouvelle langue. Et en un an, on apprend... plus qu'en 10 ans d'espagnol à l'école, où on a un rythme de 1 à 2 heures par semaine, où forcément on a une courbe d'évolution qui est complètement démesurée par rapport à quelqu'un qui reste en France. Donc à la suite de ça, j'ai validé ma licence en Espagne, puis je suis revenue à l'IE pour un Master 1 Affaires internationales, qui m'a permis de découvrir de nouveaux domaines où on se touche déjà, on est plus proche du monde professionnel avec des matières qui sont plus pratiques, qui permettent aussi le travail en équipe, la collaboration, et ça a été une belle expérience qui nous a permis d'entrevoir par le biais de l'IAE. À la suite de quoi j'ai fait un premier stage dans l'événementiel. Dans l'organisation d'incentives et de voyages pour les entreprises à l'international, donc principalement sur des petites destinations en Europe, Prague, Madrid, Barcelone. Donc là, j'avais déjà mes premières interactions avec l'international dans le cadre professionnel. À la suite de quoi, j'ai fait un Master 2 en commerce extérieur, toujours à l'IAE, où là, on continue à approfondir et à s'orienter vers les sujets qui nous intéressent le plus, toujours avec cette ouverture internationale, avec des interactions et des intervenants venant de toutes parts. Donc ça nous incite aussi à avoir cette ouverture d'esprit et que l'IAE nous offre. Donc ça, c'est une grande chance. Et donc, comme dernier stage... Et grâce à l'énergie de Lucie Rich, je suis rentrée chez Solvay. Un peu pas par hasard, mais au départ, je ne souhaitais pas forcément intégrer une grosse structure. J'avais des a priori sur les grosses structures en pensant qu'il y avait cette inertie qui ne nous permettait pas forcément d'avancer, d'être polyvalent. Et donc j'ai un peu par hasard candidaté, passé l'entretien. Tout s'est bien passé puisqu'on m'a proposé de me prendre en stage pendant 7 mois au service export, suivi des gestions des commandes des grands comptes de l'agroalimentaire. Donc j'ai finalement accepté après longue réflexion, et ce qui a débouché par la suite, peu par opportunité, sur un poste, donc à la suite de ces 7 mois de stage, sur un poste marketing, sur le marché sur lequel j'étais, donc agroalimentaire. Et j'ai rapidement évolué, et donc actuellement je suis responsable marketing opérationnel sur un scope mondial. Donc, où je coordonne tous les projets marketing, ce qu'on appelle opérationnel, donc à la différence du stratégique qui correspond pour nous à tout ce qui est acquisition-fusion, où là j'interviens que ponctuellement, mais où je ne coordonne pas les projets. Auprès de nos équipes qui sont basées en Asie, mais aussi en Amérique du Nord et Amérique latine. D'accord, très bien. Et donc ce regard international, aujourd'hui, par le parcours universitaire, oui. Il apporte un poste qui est plus large, une dimension autre. Qu'est-ce qui fait que l'international a apporté quel regard, comment vous le qualifiez aujourd'hui? L'international, c'est un plus. Dans l'entreprise, ça vous a apporté une ouverture, ça a apporté quoi? Alors l'ouverture, c'est indéniable, une ouverture, comprendre aussi que culturellement les gens ne fonctionnent pas pareil, on ne travaille pas avec l'Asie comme on travaille avec les États-Unis. Ça a été c'est une réalité, et c'est je dirais pas les barrières, mais en tout cas c'est les enjeux qu'on a au quotidien, essayer de faire travailler des équipes avec des fonctionnements complètement différents, aussi bien dans leur méthode de travail que dans leur interaction avec la hiérarchie. Où effectivement c'est le fait d'avoir eu cette expérience internationale. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que pendant que j'étais en stage chez Solvay, je suis partie aussi en Europe de l'Est pour former des équipes locales.
Et effectivement, à chaque fois qu'on est confronté à des pays qui sont autres, même si l'Europe de l'Est, on reste proche géographiquement parlant de la France, c'est un fonctionnement différent, c'est des mécanismes qu'il faut s'approprier, il faut apprendre à s'apprivoiser mutuellement. Et oui, c'est ça finalement l'expérience que nous apporte aussi bien l'IE dans les interactions qu'on a avec les intervenants ici que dans les expériences professionnelles, c'est cette obligation, cette facilité qu'on a après à s'adapter à des gens différents, des cultures différentes. Et je pense que c'est essentiel dans nos interactions au quotidien. D'accord. Merci. Je vais peut-être passer par ce micro, je ne sais pas si... Oui, ça fonctionne. Merci beaucoup. Juste laisser la parole maintenant à Julien Martinet, qui va pouvoir à son tour témoigner. Je vous en prie. Merci. Merci de m'accueillir. Et effectivement, je vois que je suis impressionné de voir à quel point les diversités de parcours de chacun nous amènent à des expériences tellement différentes. Moi, j'ai fait également la fac ici dans la filière droit. J'avais déjà commencé à voyager en fait avant d'arriver ici, puisque j'ai fait une partie de ma scolarité à Djibouti. Et donc je suis arrivé en fait, je suis revenu à Lyon pour la fac, et je suis parti également en Erasmus en Angleterre, à Kingston, où j'ai fait effectivement une année là-bas, pleine d'enseignements. D'abord j'ai appris l'aviron, ça c'est quand même une bonne chose. Et puis effectivement la diversité effectivement d'origine des gens. Ce qui impressionne, ce qui surprend un petit peu quand on va à l'étranger, c'est pas tellement finalement les gens qui sont que l'on voit localement, mais c'est aussi de voir que ça amène beaucoup de gens de partout. Donc on rencontre non seulement en Angleterre des Anglais, mais aussi beaucoup de gens qui viennent un peu partout, de tous horizons, avec leur culture, leur façon d'être, qui sont un petit peu différentes. Et puis on apprend à travailler ensemble parce que ça fait partie du travail à l'université. Et donc, comme j'ai bien apprécié cette première année, en fait, je suis reparti une deuxième année. J'ai fait 2 années donc à l'étranger, une première année à Kingston pendant l'année de maîtrise, enfin à l'époque ça s'appelait comme ça, de M1. Et puis après avoir fait un 3e cycle à Lyon, en droit privé fondamental, après je suis reparti une autre année, cette fois-ci à Oxford. Alors c'est vrai que pour rentrer à Oxford, en fait, la première année que j'avais eue à Kingston m'avait permis d'avoir aussi une sorte de vernis, en tout cas en droit anglais, de choses comme ça, qui a facilité, je dirais, peut-être l'intégration de cette grande université qui est Oxford, et qui a un mode de fonctionnement qui est aussi très intéressant au plan culturel, et puis des échanges. C'est-à-dire que c'est vraiment, tout est très bien organisé là-bas pour que les gens se parlent, qu'ils fassent des choses ensemble. Il y a on est organisé par collèges, donc les collèges pluridisciplinaires, on ne rencontre pas seulement des juristes, on rencontre des gens qui font du business, d'autres qui vont faire des langues, d'autres qui vont faire des tas finalement de disciplines différentes, et on apprend à vivre avec eux, à échanger, à connaître leur culture, et des gens de tous horizons également, donc effectivement beaucoup d'expériences riches dans le cadre de ces échanges. Après ces expériences universitaires, j'ai commencé à exercer mon activité, j'ai passé le barreau à Paris, et j'exerce aujourd'hui dans un cabinet d'avocats, donc j'ai été collaborateur, et puis aujourd'hui je suis associé depuis 3 ans dans un cabinet américain qui s'appelle Kramer Levin. Et dans le cadre de ce cabinet, alors ma spécialité, ce que j'ai appris avec les associés qui m'ont formé, c'est le contentieux bancaire, donc vraiment quelque chose de très local, je dirais, vraiment pour le coup assez parisien, parce que c'est vrai que le contentieux, c'est plaider devant les tribunaux, et devant les tribunaux, on plaide en droit français, et on plaide devant les tribunaux français, on ne va pas tellement plaider à l'étranger. Mais parallèlement à ça, le fait que j'ai vécu à l'étranger pendant ma scolarité, puis le fait d'avoir été également à l'étranger pendant mes études, m'a donné envie aussi de voir d'autres horizons, et ce qui a fait que j'ai commencé à essayer de travailler un petit peu avec Djibouti, où j'avais vécu. Et donc j'ai commencé il y a quelques années à faire des allers-retours là-bas pour me familiariser un petit peu avec le pays, avec les projets économiques qui existent là-bas. C'est un pays qui est en pleine effervescence. C'est un pays que, alors je ne sais pas si vous savez pas toujours bien le localiser, mais c'est en sortant de la mer Rouge et en allant vers l'océan Indien, un petit pays qui est entre l'Éthiopie et la Somalie. Et c'est une sorte de hub en fait qui est en train de se développer là-bas. L'avantage, c'est que c'est quasiment du droit français, parce que c'est le droit français de 77, l'époque de l'indépendance, qui a un petit peu évolué depuis lors, mais qui a évolué un petit peu dans le sens de ce que la France a également fait, mais en plus simplifié. Donc en ayant une culture de droit français, finalement, on n'est pas totalement étranger, enfin on n'est pas totalement perdu en arrivant là-bas.
Et alors mon activité là-bas est très différente de ce que je fais à Paris. Autant à Paris, c'est le contentieux bancaire, donc je plaide pour les banques. Autant là-bas, c'est des projets de tous ordres. C'est beaucoup de projets de développement. Par exemple, il y a un port de commerce qui s'est développé. Il y a actuellement une voie ferrée qui est en création, un port de potasse, une raffinerie qui va se... Donc beaucoup de création de grands projets. Et dans ce genre d'activité, alors comme il y a peu d'avocats là-bas et puis que c'est beaucoup des relations de confiance, les gens vont s'adresser à nous parce qu'ils nous connaissent et parce qu'ils ont confiance en nous, et on peut être amené à faire des choses totalement extraordinaires qu'on ne ferait pas du tout dans un cabinet, dans mon cabinet à Paris. Par exemple, cet été, j'ai été acheter un Falcon 50 aux États-Unis parce qu'il y a un client là-bas qui montait une société de jet privé, et comme il me connaît, il veut que ce soit moi qui m'en occupe. J'ai jamais acheté d'avion, mais voilà, je me suis renseigné, j'ai pris des correspondants locaux qui connaissaient mieux la matière que moi, mais en tout cas, on peut être amené dans ce genre d'endroits où finalement les gens font plus confiance aux personnes qu'ils connaissent, et puis ils aiment bien avoir un contact direct. On peut être amené à faire des choses totalement extraordinaires qu'on ne ferait pas du tout dans le cadre d'une carrière dans un cabinet parisien où on va être un peu catalogué dans sa matière. Voilà, donc une expérience assez riche aussi. Alors, j'ai prêté serment il y a 2 semaines là-bas, donc maintenant je suis avocat à Djibouti également, et voilà, et donc j'ai rencontré des jeunes confrères qui me disaient c'est bien, ça fait, tu vas prêter serment, donc nous ça fait déjà 6 mois qu'on a prêté serment, donc on va pouvoir t'aider pour le métier d'avocat. Mais j'aurais pas dit que j'étais avocat depuis 15 ans déjà, mais voilà, en tout cas c'est sympa de leur part. Et voilà, donc donc le mois prochain là, il faut que j'aille faire mes premières assises à Djibouti, parce que quand on est avocat là-bas, on est obligé de passer par les assises. Donc j'ai choisi, alors il y avait beaucoup d'affaires de mœurs, alors j'ai choisi plutôt une affaire de faux billets. Ça c'était D'accord. Voilà. D'autres thèmes, d'autres champs d'application, un regard différent qui vous apporte aussi bien à titre professionnel que personnel un regard complémentaire. Absolument. D'accord. Merci pour ce témoignage. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie de cette conférence, donc des questions-réponses. Vous allez avoir la possibilité de questionner nos intervenants. Des micros vont tourner dans la salle à cet effet. Donc allez-y, n'hésitez pas, manifestez-vous par un lever de main acrobatique. Et allez-y, voilà, très bien. À vous, je vous en prie. Problème technique. Merci. Bonjour. Donc ma question, elle est à Emeline, je crois que je sais pas si bonjour. Donc bonjour, comment tu t'appelles? Émilie. Émilie, enchantée. Émilie. Enchantée. Donc je suis actuellement dans le même master que tu as fait, donc je me permets. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que le forum des stages a été vraiment décisif pour être en contact avec le Hilton. Comment est-ce que tu t'es un peu vendu, on va dire? Est-ce que tu as vraiment mis l'accent sur le côté international ou sur ton expérience en restauration auparavant? Alors, c'est une très bonne question. Oui, alors c'est vrai que dans mon cas en particulier, le forum des stages, c'est ce qui a tout démarré. C'est grâce vraiment à ce forum des stages que j'ai obtenu, j'ai vraiment eu de la chance quelque part. Mais quand j'ai passé cet entretien, je pense que ce sur quoi j'ai le plus insisté, c'était ma motivation en fait. J'avais bien lu, je m'étais bien préparée. C'est-à-dire que j'avais bien lu le descriptif, vraiment ligne par ligne, plusieurs fois, en me disant ok, c'est le genre de profil qu'ils recherchent. Et je me suis dit, ils vont certainement insister sur tel et tel aspect. Et donc, je me suis plus ou moins approprié en fait si tu veux l'entretien. Et j'ai insisté sur mon expérience, bien sûr, en tant que réceptionniste. Et puis pourquoi l'hôtellerie, pourquoi est-ce que ça m'intéressait. Voilà, moi dans mon cas, je suis quelqu'un qui est toujours, j'ai cet esprit d'accueil, etc. Vraiment, l'hôtellerie, c'était quelque chose qui me correspondait. Ça, c'était par rapport à ma personnalité. Et puis, j'ai rajouté à ça, évidemment, les atouts que vous avez par rapport à ce master. Donc toute la connaissance en marketing, les cours que tu as, ce que tu dois avoir cette année aussi en commerce, etc. Ça, il faut que tu joues là-dessus. Et puis, je suis de nature assez insistante, donc bon, je les ai rappelés, je leur ai un peu couru après, si je puis dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Au contraire,
Au contraire, ça montre votre motivation, ça montre que vous le voulez vraiment. Et puis à la fin, ils vont se dire, bon, Émilie, là, je crois qu'il faut vraiment qu'on la prenne parce que, bon, elle le veut, ce stage. Et donc, avant même que vous commenciez le stage, ils sauront que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, en fait, de par cette attitude. Voilà, donc je te souhaite bon courage. Et puis, tu peux venir me voir à la fin si tu veux, on peut en discuter. Avec plaisir. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup. D'autres questions? Juste sur le deuxième rang, merci. Bonjour, donc moi je suis aussi en M2 LCE comme toi. Là je m'adressais plutôt à tout le monde en fait parce que donc on est tous assez briefés sur les stages et sur l'insertion dans la vie professionnelle. On est quand même assez bien formés ici à la fac de Lyon, on n'a pas à se plaindre. La question que j'ai à vous poser, à toi comme aux autres, c'est est-ce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas eu un petit peu peur au début quand vous êtes allé en stage ou même sur votre premier job, qui est vraiment quand même un décalage, parce que là vous vous trouvez sur la pratique, alors que nous jusque-là on n'a fait que du théorique. Il y a quand même toujours une appréhension de ne pas être à la hauteur et de se dire, par exemple pour les stages, ils savent qu'on est stagiaire, mais ils en attendent quand même beaucoup. Donc comment vous avez réagi chacun, comment vous avez perçu cette insertion, que ce soit en stage ou en premier job? Je vais te dire très simplement, si tu rentres dans une entreprise, t'es pas là pour être jeté dans la fosse au lion. Ils savent ton profil. Si t'ont pris toi, c'est qu'il y a une raison. Après, moi, tu vois, j'étais dans le même cas. J'ai une expérience professionnelle de 9 ans derrière moi en sales. Je suis arrivé dans une entreprise américaine. Je passe d'une entreprise où on était 12, on est 3500 en ce moment. J'étais dans les mêmes appréhensions que toi. Après, voilà, tu as des trainings, tu as un coach, on te lâche pas comme ça, quoi. Pour toi, c'est pas bon, parce que tu vas être démotivé et, en termes de management, et pour eux non plus. Donc le but du jeu, c'est qu'ils savent d'où tu viens, et généralement, moi, c'est mon point de vue, ils sont là pour après te briefer et puis t'aider à avancer, quoi. Donc même dans des grosses boîtes, parce qu'il y a quand même pas mal de grosses boîtes là, ils ont quand même cette compréhension du fait qu'on sorte et qu'on on sache pas tout, quoi. Généralement, oui, je dirais. J'ai déjà fait un stage qui s'est mal passé parce qu'on attendait de moi que je sache tout. Ça dépend sur qui t'es tombé, mais... C'était une toute petite. Après, ça dépend des entreprises, mais la plupart des grandes entreprises le savent et elles sont vraiment au point là-dessus. Elles essayent de... moi, c'est ce que j'ai vécu, donc... Tu vois, je disais que je me prenais la tête avant, mais tu vois, juste par rapport à ça, j'ai demandé à voir ma manager, j'ai eu un one-to-one avec elle, et elle m'a dit « Détends-toi, ça va bien se passer, on te demande d'être bon là-dessus, mais tu peux être bon sur tout. » Voilà. Ok, merci. Je te passe... Je dirais que... Non, réponds aussi. Surtout quand on sort de l'école, les professionnels ne s'attendent pas à ce que tu sois performante au tout début. Au contraire, tu as une phase d'accompagnement, après qui est plus ou moins longue en fonction des disponibilités et du poste que tu auras. Mais on va te demander effectivement d'être efficace rapidement, mais en tout cas, on ne va pas te demander d'être performante et professionnelle le premier jour. Quand je suis arrivée, on m'a dit, quand j'ai été prise comme responsable marketing, le marketing, j'en avais fait pendant ma formation. Je suis bon, très bien. Et donc, on commence par quoi? Oui, il y a une phase d'accompagnement, il y a une phase de tâtonnement ou d'étonnement, et c'est là-dessus qu'il faut que tu te bases et que tu mettes aussi en place les outils qu'on t'a donnés pendant ton cursus, arriver à te dire, cette théorie, je peux l'appliquer et elle va me servir. C'est arriver à faire... C'est un peu, je dirais, comme quand on passe à conduite, on a le code, et après, on conduit, et on se dit comment... Alors, c'est vrai que j'ai passé les examens, je sais la théorie, maintenant, quand je suis en situation, comment je l'applique? C'est la même chose. Donc, il faut... quand on apprend à conduire, on a des heures de conduite, on a de la pratique, et là, c'est encore de la pratique, même si tu as eu des stages avant. De toute façon, tu auras des fonctionnements qui seront forcément différents d'une entreprise à une autre. Donc, et je pense que c'est vraiment pas le stress qu'il faut que tu te mettes. Au contraire, il faut rester ouvert, absorber un maximum d'informations et se laisser porter. D'accord. Ce que je vais dire, ça rejoint complètement ce que vous venez de dire. Écoute, moi, quand je te vois, je me revois il y a plus d'1 an maintenant, exactement dans cette situation. Oh mon Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je suis nulle, je vais pas y arriver. Et vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, en tout cas, elles sont pas là pour te descendre. Elles ont identifié le potentiel que tu as en toi. Leur but, c'est de l'exploiter, ce potentiel.
C'est vraiment comme ça que ça marche en entreprise. Moi, c'est pareil, je travaille chez Hilton. Quand tu arrives chez Hilton, enfin, moi, c'était le cas pour moi, j'avais une liste d'objectifs, les choses qu'il fallait que j'apprenne à faire. Et pendant peut-être 2 ou 3 semaines, tout ce que j'ai fait, c'était absorber, poser des questions. Et ensuite, j'étais capable de le faire moi-même. Donc vraiment, rassure-toi, les gens, tes collègues, tes managers seront là pour te soutenir. Et donc, voilà. Ok, merci. Je sors juste 2 minutes de ce rôle d'animateur et pour prendre vraiment 2 minutes la casquette du chef d'entreprise et d'intervenant ici. Pour répondre en 2 secondes sous cet angle-là, vous êtes nombreux étudiants dans cette salle, donc on se connaît bien, à me dire en début de parcours à chaque fois, on ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Et Dieu sait que du côté langue, vous me le dites assez souvent, mais comment on va aborder l'entreprise, on ne sait rien faire. Et je prends 2 minutes et je vous dis juste, et je vous rappelle, savoir-être et savoir. Dans l'entreprise, on s'appuie sur du savoir-être, on s'appuie sur du savoir. On a du mal à les trouver aujourd'hui. Vous les avez. Le savoir-faire, laissez-nous faire. Laissez-nous faire, on va vous l'amener. On va vous l'amener. Et avec votre confiance, avec votre savoir, votre savoir-être, on y arrive. C'est le témoignage qui vient d'y avoir. Et je vous garantis que ça fonctionne. Il faut que vous osiez. Vous allez faire des erreurs comme n'importe quelle recrue. Et c'est tout à fait logique. Voilà. Je reprends mon rôle d'animateur. C'était important pour moi de vous le redire aujourd'hui. Voilà. D'autres questions? Allez-y, lancez-vous. Il y a du monde autour de la scène qui sont venus pour vous. Pas de questionnement. Ah là là. C'est fini, plus de questions du tout. Moi j'en ai, hein. Sinon si vous me laissez la place, on va finir tard. Hein. Oui. Je rebondis là-dessus parce que j'en ai pas parlé, puis j'ai omis de vous le dire pendant mon parcours. Je vous conseille aussi tout ce qui est césure. Entre mon Master 1 et mon Master 2, j'ai pris la décision de partir pour une expérience professionnelle, parce que c'était les césures professionnelles, mais aussi pour partir à l'étranger. Donc je pense que vous pouvez vraiment partir à l'étranger pendant votre cursus de différentes manières, via l'Erasmus, mais aussi via ces césures qui vous permettent pendant 1 an de faire un break, et à vous de l'organiser. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie 5 mois aux États-Unis, parce que je n'envisageais pas d'être diplômée d'un master dit international sans me sentir à l'aise en parlant anglais. Donc je suis partie. J'ai fait des petits boulots, donné des cours de français dans des écoles, immersion totale dans un pays anglophone, et je pense que c'est vraiment une chance que vous avez et que propose l'IAE. Et ensuite, je suis rentrée pour faire un stage complémentaire, pour aussi découvrir un autre type de job, et confirmer aussi l'orientation que je voulais donner à mon projet professionnel. Je pense que de toute façon, les projets professionnels peuvent prendre un angle à un moment donné et un autre à un autre moment, mais en tout cas, confirmer mes envies et mes attentes. Donc j'ai profité de cette expérience-là, et je vous la conseille et je vous incite à la faire. C'est prendre cette année-là. C'est pas une perte de temps, même si au départ, quand je l'ai faite aussi parce que je voulais vraiment apprendre, me sentir à l'aise en anglais, en me disant est-ce que c'est pas une perte de temps? Et non, avec du recul, ça l'est absolument pas, et au contraire, c'est un bagage complémentaire, une expérience complémentaire que vous pouvez vendre au moment où vous chercherez du travail. Merci pour ce complément. Des questions entre-temps? Vous avez tout un bagage technique dans les conférences qui ont eu lieu avant. Vous avez encore des compléments qui ont lieu cet après-midi. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui de profiter des personnes qui sont sur le plateau pour répondre aussi à des questions que j'entends, en tout cas parmi vous, que vous n'osez peut-être pas poser à cette heure-ci. Tout à l'heure, il y avait l'idée de la souffrance de se retrouver tout seul, de s'éloigner de sa famille, d'avoir un manque de repères d'un coup, plus les questions qui viennent d'arriver en disant d'un côté, je peux avoir ce sentiment d'être un peu seul au monde, de l'autre côté, les premiers pas dans l'entreprise qui me font peur parce que je dois mettre en pratique partir d'un savoir pour aller vers un savoir-faire. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous aider sur le plateau de témoigner de vos premiers pas arrivés à l'étranger, à l'international, de ce que vous avez ressenti, être un peu plus dans l'émotion, et comment vous avez pu pallier à la fois à être un peu plus à l'aise dans le pays et en même temps à commencer à organiser vos premiers pas dans l'entreprise. Je ne sais pas, Julien, vous voulez prendre la parole peut-être? Oui, c'est vieux. Vieux souvenir.
Effectivement, quand on arrive à l'étranger comme ça où on ne connaît rien, on a tout à apprendre. Effectivement, d'abord, effectivement, quel est le journal des petites annonces qui est pertinent pour savoir où est-ce qu'il faut trouver pour trouver un appartement. Enfin, effectivement, tout est neuf dans le sens qu'on n'a aucun repère. Donc, mais tout ça, c'est à la fois enthousiasmant parce qu'en fin de compte, et puis on rencontre des gens, on va facilement à l'autre parce que c'est la meilleure façon finalement de savoir comment faire. Et puis on bâtit finalement quelque chose de neuf dont on n'avait pas connaissance précédemment. C'est ça qui est intéressant. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, on est un peu tendu. On se dit est-ce que je vais trouver un appartement, est-ce que je vais trouver, je sais pas. Il y a toujours quelque chose qui effectivement qui est un petit peu angoissant dans cet inconnu et le fait qu'on part un peu à l'aveuglette comme ça. Mais on a finalement à l'âge où on fait ça, on n'a pas tellement de contraintes par ailleurs, donc on est libre finalement et puis de faire ça très simplement. Donc c'est vrai qu'il y a une petite tension, mais finalement elle donne du courage et du dynamisme. Est-ce que vous avez des astuces pour la salle peut-être? Je passe le micro. D'accord. Alors, c'est vrai que partir à l'étranger seul, ça peut faire peur. Moi, je sais que je suis partie plus ou moins toute seule. J'ai eu la chance, en fait, d'arriver. J'avais déjà une amie qui était sur place à Londres au mois d'août de l'année dernière. Donc, on a pu emménager ensemble, etc. Je m'étais organisée dans le sens où, voilà, c'était déjà stressant à l'idée de partir. Je ne savais pas exactement pour combien de temps et en plus de partir plus ou moins seule. Donc, je m'étais organisée pour trouver un appartement, faire mes recherches un petit peu à l'avance pour avoir vraiment la sécurité quand j'arrivais là-bas. Donc si vous avez la chance de pouvoir faire ça, c'est bien aussi. Mais voilà, les choses se font naturellement, vous rencontrez des gens, vous vous rendez compte aussi que dans l'entreprise, y a des gens, des collègues qui sont comme vous, un peu seuls, et puis vous commencez à sympathiser, etc. Donc vous êtes seul sans être jamais vraiment seul, et puis moi je sais que pour ma part et pour Mehdi, c'est pareil, on n'est pas loin de la France. Vous avez des vols pas chers, vous pouvez rentrer si vous avez vraiment le blues. Vous pouvez toujours rentrer un week-end sans problème. Hein. Voilà. C'est le cas pour moi ce week-end, donc voilà. Et vous payez le luxe de vous payer des vacances en France. Juste une question vraiment pour le fun. Qui partirait dans toute cette salle? Qui partirait plus justement pour le fun avec son sac à dos et partir voyager, découvrir? Ceux-là, levez la main. Vous voyez qu'il y en a. Alors je suis sûr que déjà ceux-là ont des questions. Et ceux qui partiraient dans un cadre d'un projet professionnel, ceux-là aussi ont des questions. Alors moi, je vais commencer à prendre les devants un peu et puis à répondre à ces questions que vous pourriez vous avoir, parce que j'ai fait les deux en fait. Comme je vous l'ai dit, je suis parti 1 an en Australie, mais je suis parti vraiment 1 an et du coup, j'ai fait le fou. J'ai acheté une voiture sur place, je dormais dans ma voiture pendant 7 mois. C'était vraiment à l'arrache. Mais c'était cool. J'étais avec un pote à moi et on s'éclatait et on a rencontré des milliers de gens, comme je vous l'ai dit. Les appréhensions, c'était un petit peu celle que... Je me souviens plus de ton prénom, mais tu nous as posé une question tout à l'heure. Pardon ? Camille, très bien. Donc Camille nous a posé une question tout à l'heure qui était intéressante. Très honnêtement, je peux vous illustrer la chose. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, non, mais j'étais au téléphone avec un client il y a 15 jours. Cette personne-là est française. Il a 40 ans. 3 enfants, sa femme, et il a toujours eu envie de partir à l'étranger comme ça. Il est parti vraiment sur un coup de tête. Il a juste pris toutes les démarches administratives pour pouvoir partir. Et maintenant, c'est une personne qui habite au Canada. Et j'étais vraiment en admiration parce que partir avec ses enfants, etc., c'est déjà pas facile. Et il l'a fait. Peut-être que justement son expérience a fait que c'était plus facile pour lui. Mais vous, qui êtes plus jeune et qui n'avez pas tout ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ce ne sera pas dans 10 ans que vous direz zut, si j'avais fait ça il y a 10 ans, j'aurais été là et j'aurais peut-être pas été là. Donc vraiment, voilà, vite fait, je reviens sur mon idée de ceux qui veulent partir dans un projet professionnel et ceux qui veulent partir dans un projet juste personnel. Les deux choses sont très bien. Parce que le projet personnel, c'est plus l'éclate. Enfin, voilà, on part pour le fun, on rencontre des gens, mais sans s'en rendre compte, on apprend beaucoup sur soi-même. Ça va peut-être vous donner envie de continuer des études par la suite, comme moi, ce qui m'est arrivé. Vous allez aussi, sans vous rendre compte, comprendre ce qu'un Anglais vous dit quand il vous parle, alors qu'avant, vous étiez en cours et puis vous étiez là à acheter des boulettes de papier sur votre prof d'anglais. Je suis désolé, je l'ai fait. Mais enfin voilà, maintenant je comprends tout ce qu'on me dit et puis je parle aussi anglais. J'ai des conversations en anglais avec des clients, c'est juste génial.
Et pour ceux qui veulent partir d'un point de vue professionnel, eh ben, c'est un gros tremplin aussi parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui s'ouvre, le monde change. Vous avez vos amis qui ont leurs copines, enfin, il y en a plein dans la salle qui ont leurs copines, qui ne veulent pas bouger, etc. Et puis vous êtes là, vous regardez. C'est ce que j'ai fait moi. Je voyais tous mes potes partir. Et je me disais, mais pourquoi je ne peux pas le faire, quoi? J'ai 2 jambes, une tête, mais j'ai pas un œil en plein milieu du front. Enfin, peu importe, je suis en mesure de le faire. Et si vraiment vous voulez un truc, c'est ça que je veux vous dire. Si vous voulez quelque chose qui est là, et ben devant vous, mettez tout en œuvre pour y arriver et vous l'aurez. C'est obligé, obligé. Franchement, il n'y a pas besoin, c'est pas sorcier, quoi. Voilà. Et maintenant, vous avez des questions. Alors, je reconnais. Non, mais c'est pas. Bonjour déjà. Non, mais c'est vrai, depuis tout à l'heure, vous me vendez du rêve comme ça. J'ai trop l'impression que c'est accessible. Il y a des embûches quand même. Parlez-nous des points négatifs un peu. Bien sûr. Dans mon année de folie en Australie, vous vous retrouvez avec une voiture en panne, en tongs, en short, à devoir aller au McDo, que les gens ils vous regardent parce que vous êtes en tongs, en short, en t-shirt, il pleut, vous êtes trempés et tout. Il y a eu plein de trucs, des galères. Il y en a, mais vous n'avez pas de galères ici? Si, mais... Pourquoi vous auriez des pires galères là-bas? Mais parce que là, on a de quoi assurer les galères, mais là-bas, on est confronté à... Comment vous les assurez, les galères, ici? Notre réseau, la famille, je sais pas, notre vie, quoi. Vous tombez en panne avec votre voiture. Vous pouvez éventuellement faire par vous-même. Enfin, c'est facile, comme je dis, je m'excuse si je le déforme un peu, mais moi, je me suis rendu compte, j'étais exactement pareil. Hein. Et s'il n'y avait pas eu mon pote pour partir, je ne serais pas parti. Et je serais encore là. Et il suffit juste d'avoir le courage. Après, on peut partir dans plusieurs contextes, comme je le disais. Et on n'est pas obligé de faire le fou comme moi je l'ai fait, par exemple. On peut simplement... Est-ce que vous avez organisé des voyages, par exemple? Vous êtes déjà parti dans un pays? Oui. Dans quel pays, par exemple? Un exemple. Genre 15 jours. L'Espagne, l'Angleterre, l'Algérie. Comment ça s'est passé? Pour certains pays, ça s'est passé très bien parce que je retournais... c'était des pays que... Je connais des gens là-bas, donc c'était facile. Après, quand on connaît personne, c'est des voyages touristiques, donc ça se passe bien parce qu'on est là juste pour un peu de temps. On est là pour une semaine ou 15 jours ou un mois maximum. Donc voilà, mais alors quand on part pour un an, c'est quand même... Si vous partez 1 an, c'est que vous avez un but au bout. Oui, aussi. Et c'est cette année-là qui va vous permettre de l'atteindre, ce but. Quand vous voulez partir à l'étranger, en Espagne, et vous voulez passer 15 jours là-bas, c'est quoi votre but? C'est de faire la fête, c'est de profiter, c'est de visiter? Et qu'est-ce que vous faites alors? Vous mettez tout en place pour y arriver, et vous le faites. Vous simplement prenez un hôtel. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout. On n'a plus de pigeons voyageurs pour demander à aller prendre un hôtel ou quoi que ce soit. Vous avez juste à aller sur Opodo ou Expedia pour prendre un billet d'avion. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Hostelworld pour avoir une auberge jeunesse ou alors un hôtel si vous préférez, et vous le faites. Alors, si vous le faites en Espagne, pourquoi vous ne le feriez pas en Allemagne? Pourquoi vous ne le feriez pas aux États-Unis? Je suis vraiment gonflé de vous dire ça. Hein. Non, mais c'est parce bien, que faut être j'ai pas le courage de le faire. Guillemets. Cette année, j'ai pas eu le courage de le faire. J'ai pas eu le courage de le refaire. J'ai bondi sur l'occasion chez Apple. Lucie pourra vous le dire. Et j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin, aller jusqu'au Canada, mais j'avais pas le courage. Et puis ça me plaisait de faire comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, je suis dans une bonne boîte. Je me plais vraiment. J'ai possibilité de grandir comme ce qu'on peut grandir dans une entreprise en France. En l'espace de 1 an, je vais grandir comme ce qu'on grandit ici en 3 ans. Après, je peux revenir ici, il n'y a pas de souci, mais j'aurai plus d'expérience. Et puis, pareil, ça peut être une passerelle, ce que je fais là. Moi, je me dis, maintenant que j'étais capable de le faire, rien ne m'empêche d'être muté au Canada. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile en soi. Il faut juste avoir le courage de se lancer, quoi. J'ai 4 personnes dans ma classe, juste pour terminer. J'ai 4 personnes dans ma classe, en licence. Ils partent cette année. Parce que je leur ai cassé les pieds. Ils voulaient partir. Je leur ai dit, mais allez-y. Et puis, ils ont pris le courage, ils m'ont posé plein de questions. Et ils partent tous les 4 en Australie, pour le coup.
Dommage, je pars pas avec eux. Oui, Mais voilà. Juste la difficulté, dire que l'on présente ou qu'il est vendu du rêve, c'est des témoignages positifs, d'expériences réussies, on est bien d'accord. Après, je rejoins entièrement le témoignage qui est donné là en disant qu'il peut se passer des choses effectivement à l'étranger qui ne seraient peut-être pas plus compliquées que celles qui sont sur le territoire national. Ceci dit, l'international, c'est aussi le moyen d'aller vers l'emploi, le moyen de s'ouvrir de nouveaux horizons, mais c'est également par ces expériences-là qu'on va valoriser la candidature, qu'on va valoriser ce qui s'est déroulé. C'est peut-être ce petit moment d'incertitude qui font la richesse derrière. Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Juste, rapidement, je pense que c'est très important que vous sortiez en fait de votre zone, ce que j'appelle votre zone de confort. Vraiment. Il faut que vous sortiez. Je sais que c'est confortable d'être à la maison, d'avoir ses amis ici, etc. Mais il faut que vous sortiez cette zone de confort parce que vous allez avoir des objectifs. Il faut vous fixer des objectifs. On ne part pas à l'étranger en disant « Oh, salut, demain je pars ». Non, c'est pas comme ça. Surtout d'un point de vue professionnel, on a des objectifs. Et si on se tient à ces objectifs, on va sortir de la zone de confort et c'est là où vraiment on va pouvoir exploiter son potentiel. Et pour vous donner une idée, dans notre master langue, culture et entreprise, on est maintenant 4 à être en Angleterre. Moi-même à Londres, 2 personnes qui ont été diplômées de langue, culture, entreprise sont également à Londres et j'ai une amie qui est sur Ipswich également. Donc voilà, ça fait déjà 4 personnes diplômées de ce master qui sont à l'étranger parce qu'on est sorti de notre zone de confort, on s'est fixé des objectifs et ça paye. Et puis on peut toujours revenir, voilà. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Ici. Oui, bonjour, pardon. Je suis Margot, je viens d'être diplômée en Master Management International, donc j'ai à peu près suivi la même formation que vous. Voilà. En fait, je voulais vous poser comme question, est-ce que vous pensez que le fait d'être français, c'est un élément différenciant en fait, sur le marché international du travail? Est-ce que c'est plutôt une force dans la plupart de vos expériences ou une faiblesse? Je dirais que c'est pas tant être français qui va être une différence, ça va être le nombre de langues parlées qui va être une différence, et son savoir-être. Au tout début, parce que c'est pas notre expérience professionnelle, parce qu'elle est limitée, c'est le nombre de langues, et oui, sa façon d'être et de se présenter, qui va être vraiment déterminant dans la poursuite, et en tout cas dans le début d'une carrière, au-delà de l'expérience. D'accord. Merci. Bonjour. Moi, ma question, elle va porter sur le savoir-être et surtout le savoir s'adapter en fait à l'équipe de travail. Parce que je sais que dans mon travail précédent, qui était dans la restauration, c'est sur ce point-là que j'ai appris le plus de choses. J'ai eu beaucoup de conflits au départ et petit à petit, j'ai réussi à résoudre ces conflits et à vraiment me sentir intégrée. Malheureusement, c'était une semaine avant de partir. Et donc, je voulais savoir combien de temps ça vous a pris pour vous sentir intégré, vous sentir comme vraiment dans l'entreprise, plus comme le petit nouveau. Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour vous intégrer? Je dirais que le plus difficile, c'est de se sentir crédible et légitime. C'est sûr que c'est un exercice qui est très dur, surtout quand on commence en stage, qu'on nous a connus stagiaires et qu'on est en poste et qu'on doit trouver cette crédibilité-là et apporter les messages. Et je pense qu'il faut surtout se dire que si on nous a converti ce stage en emploi, c'est qu'on tient la route, c'est que les gens ont suffisamment confiance en nous pour nous donner cette responsabilité-là. Et c'est un peu prendre confiance en nous et se dire que ce qu'on fait, c'est pas si mal. Et c'est l'exercice le plus difficile, mais je pense qu'il y a cette preuve-là qui est essentielle, c'est d'avoir converti son stage en job. Et ça c'est ce qui peut te permettre vraiment de dire j'ai fait mes preuves. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que l'adaptation, elle dépend de 2 choses. D'abord, elle dépend de l'entreprise, du management qu'il y a dans l'entreprise, de l'esprit qu'il y a dans l'entreprise. Chaque entreprise travaille différemment, mais ça dépend aussi beaucoup de toi. Parce que le moment où tu vas avoir ta motivation, tu vas poser des questions, tu vas t'intéresser, etc. Plus tu poseras des questions, plus tu auras la connaissance, plus tu seras confortable.
Donc c'est sûr, ça se fait pas dans les 2 premières semaines, ça prend un peu de temps, mais voilà, je pense que ça dépend aussi en grande partie de toi. Et avec cette connaissance, comme elle dit, tu auras confiance en toi et je pense que tu t'adapteras très facilement. Ce qui est intéressant sur cette question, si je peux me permettre, est-ce qu'il y a une différence entre l'intégration et le fait de passer plus facilement ce cap de la personne qui débute et de la critique qui va avec entre une arrivée en France ou à l'étranger? Est-ce qu'on fait ses preuves différemment en Angleterre? Est-ce qu'on fait ses preuves différemment dans un autre pays? Alors, moi je pense, oui, je pense. Pour ma part, en tout cas, c'est vrai que en tant que Française, forcément, même si je parle anglais maintenant sans aucun problème, j'aurai toujours mon petit accent français, voilà. On va toujours me charrier par rapport à ça, ça c'est sûr. Je pense que c'est pareil pour Mehdi. Et quelque part, c'est sympa parce que ça rend, ça crée une bonne ambiance dans l'entreprise. Voilà, des fois, moi, je sors des petits mots en français comme ça, donc. Voilà, il y a des choses qui facilitent l'intégration quand on est française aussi. En Angleterre, je pense comme en Irlande, on apprécie le fait que on peut parler français aux clients, on peut parler français avec nos clients, et ça c'est un grand atout. C'est un atout aussi que vous avez et c'est extrêmement apprécié à l'étranger, ça c'est certain. On entend souvent dire qu'à l'étranger c'est plus concret. On fait les choses et on est évalué après. Et c'est une séquence différente par rapport à... C'est très concret, et ça revient à ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt. C'est qu'en fait, en tout cas en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, votre CV, certes, on va regarder votre master, très bien, on va regarder ce que vous avez étudié, mais le plus important, c'est votre motivation. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur des postes importants, notamment chez Hilton, et qui ont commencé mais au bas de l'échelle vraiment. Donc les études sont importantes, mais c'est également vos expériences et votre motivation qui comptent énormément ce que vous pouvez faire. On aime les choses concrètes, on aime les résultats, on aime les chiffres. C'est ça qui les intéresse. C'est combien, c'est comment, etc. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est une différence qu'on a peut-être par rapport à la France. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait encore une question. On clôturera d'ici 5 minutes pour information. Pour bonjour. Ensuite. Alors j'ai une question pour Audrey, parce que je suis en Master Management International, spécialité AFI, en première année. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est préférable de faire en Master 2 une année à l'étranger, ou plutôt de rester en France et de faire un stage à l'étranger? Parce que je pense que ça serait plus valorisant de terminer par un stage, mais l'année étrangère aussi attire, donc c'est la question que je me pose. C'est technique. Je dirais, moi je suis plus pour faire le Master 2 ici et finir par un stage à l'étranger, parce que je trouve que la formation que propose l'IAE et le programme proposé est bien, et les intervenants sont intéressants. Et clôture bien ton année, ton cursus. Et le risque parfois quand tu pars à l'étranger, c'est quand tu fais ton choix de matière, que tu te retrouves avec un planning qui finalement ne te permet de pas faire exactement les matières que tu voulais aborder. Donc effectivement, il y a l'aspect international qui est intéressant, mais je pense que le stage à l'étranger est préférable, et clôturer ta formation par l'IAE. Mais c'est vraiment un avis personnel là pour le coup. Hein. Parce que comme tu as dit, je pense que c'est important de parler plus que l'anglais. Donc toi, tu parles espagnol, et moi, c'est mon objectif aussi. Parce que je suis déjà parti une année en Norvège, et donc je pense que je suis assez à l'aise en anglais. Mais donc, dans ce cas-là, il faudrait faire une césure, non? Pour apprendre une deuxième langue. Moi, je trouve que la césure, c'est vraiment le bon compromis. Le bon compromis. Et donc, pour ta césure, tu étais parti à l'université et après, tu avais fait un stage en France? Je suis partie 5 mois à l'étranger en toute autonomie. Ah, d'accord. Où j'ai travaillé en Caroline du Sud. Et ensuite, je suis partie sur Paris, où j'ai travaillé chez PwC sur tout ce qui était conseil en développement de filiales à l'étranger, implantation de filiales à l'étranger. Ok, d'accord, merci. Merci. On va pouvoir clôturer notre conférence. Je vous remercie pour l'attention. Merci aux intervenants. Ah, il y a juste un petit mot, pardon. J'aurais juste voulu dire une chose, c'est quand on dit passeport à l'international, je pense que l'international, on peut vraiment le vivre de façon complètement différente. Ça peut être l'international ponctuellement par le voyage, ça peut être international comme Mehdi et Amélie, partir à l'étranger, ou ça peut être aussi ponctuellement plus comme, je suis désolée, comme Julien ou moi, plus ponctuellement, c'est-à-dire
par exemple, je vais en Asie de temps en temps pour le boulot, mais je suis quand même ancrée en France. Donc je pense que vivre l'international, ça peut avoir vraiment différentes dimensions. Hein. Merci en tout cas pour votre présence, pour la transparence, le partage. Merci encore. Au revoir. Voilà, un petit mot pour remercier de la part de différentes personnes ici représentées. D'abord, Madame Paris, qui est quand même la maîtresse d'œuvre de cette journée, qui n'est pas terminée, si j'ai bien compris, puisque nous avons encore une séance en Salon des Symboles. Remercier les participants, le consultant, Monsieur Faucon, qui a participé ce matin à un moment, les RI qui ont été présentes, et puis vous êtes nos alumni, hein, voilà, c'est le mot à la mode, nos anciens étudiants qui sont devenus en partie quelqu'un grâce à votre expérience à l'international. Alors, deux mots sur l'international. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un lieu de transgression. Je dis ça à des gens qui s'inquiètent des fois. On fait à l'international ce qu'on ne fait pas en interne. Et il y a une redistribution évidente des cartes, de sa personnalité, surtout quand on est dans un pays comme la France où malheureusement on a décidé de vous mettre dans une ligne en fonction de votre point de départ et pas tant de votre point de situation actuelle. Et puis deuxième petit élément, on est à l'international non pas ce qu'on dit mais ce qu'on fait. Voilà, il ne faut pas vivre dans le discours à l'international, il faut vivre dans la réalité, et la réalité, ça ne peut pas être autre chose que le terrain. Donc on est très fiers que le terrain, grâce à vous, il existe, même si on est aussi un peu obligé à certains niveaux de responsabilité de porter le discours. Voilà, merci pour ça, et merci à tous.